Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode sur la Fashion Week et on va vous donner les 10 choses qui sont à retenir pour nous. Mode. Instant mode. Instant mode. Instant mode. Instant mode. Instant mode. Waouh, c'est canon ce petit look là, très Saint-Laurent, très tailleur, très tendance. C'est nouveau ces petites lunettes? Oui, alors du coup, j'ai toujours... ça fait un moment que je porte des lunettes. Et là, je les ai changées, donc depuis quelques temps. Du coup, j'avais envie de... Pour compléter mon look. J'aime bien. Donc, comme on le disait dans l'intro, on se retrouve sur un épisode sur notre avis, les choses à retenir, un résumé sur la Paris Fashion Week qui a eu lieu ces dernières semaines. Et on s'est dit que ça pouvait être un petit peu sympa de faire 10 points. Intéressant que ce soit au niveau des tendances, mais au niveau des événements qui ont marqué cette Paris Fashion Week. Et on va commencer direct dans le vif du sujet et tu vas nous dire notre premier sujet parce que c'est quand même une grosse annonce. Alors, du coup, il y aura un gros changement du côté de chez Versace, de la maison Versace. On a Donatella Versace qui quitte officiellement. Alors, elle quitte pas la maison, mais elle quitte son poste de directrice artistique pour aller dans un tout autre secteur qui sera un peu plus marketing. Après, donc, 28 ans à la tête de la direction artistique, elle va céder sa place à Dario Vitale. Dario Vitale qui a été chez Bottega Veneta et aussi dernièrement chez Miu Miu. C'est un jeune, pas un jeune talent parce qu'il est quand même là. Non, parce qu'il est ancré dans le game depuis quelques années. Exactement, mais il est quand même beaucoup plus jeune que Donatella qui, je crois, bientôt, qui a 70 ans. Donatella Versace n'a pas d'âge. Oui. Non, Donatella Versace n'a pas d'âge. Elle s'embellit avec les années. Là, on l'a vu au dernier défilé Versace. Moi, je l'ai trouvée radieuse, je l'ai trouvée magnifique, pétillante. Alors, on voit clairement, c'est horrible ce que je vais dire, mais pour moi, on voit que la chirurgie esthétique a beaucoup évolué, ce qui fait qu'elle a réussi à rattraper pour moi des erreurs qu'elle avait fait à l'époque. C'est vrai qu'elle a eu cette période très chirurgie assez loupée. Hein. Il y a eu toute cette période justement pommettes marquées, gonflées et machin. Et je trouve que maintenant avec les nouvelles techniques, ils arrivent quand même à enlever pas mal. Ils atténuent et puis en fait c'est ce côté chirurgie mais qui a là cet aspect naturel un peu comme on peut voir sur beaucoup de stars en fait où c'est qu'on a l'impression où les gens ils disent non mais elle fait pas du tout de chirurgie. Comme Jennifer Lopez, alors que clairement... Comme Kendall, exactement. Du coup, ça va beaucoup bouger. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis Gianni Versace, donc le frère de Donatella, il y a eu Gianni, il y a eu Donatella. Ça a toujours été une histoire de famille. Et là, c'est la première fois depuis l'histoire de Versace que c'est quelqu'un d'externe qui va venir à la tête de la maison. C'est une maison ultra familiale, parce que finalement, c'était son frère au début, après il est décédé, je sais même plus de quoi. Il s'est fait assassiner. Ah voilà, Gianni. Je savais que tu allais avoir la réponse. Donc lui est décédé et c'est elle qui a repris cette maison et c'est... En fait, hormis... Talent ou pas talent, t'aimes ou t'aimes pas Versace, ils ont quand même une mode opulente, ils ont ce côté très italien, enfin c'est très marqué Versace. C'est très marqué et surtout que c'est une maison qui a beaucoup de codes. Quand tu vois une pièce Versace, tu sais que c'est du Versace. Ah mais de ouf. Il y a certaines marques où c'est que malgré le fait qu'elles ont des codes, c'est des codes très discrets et à moins d'être très connaisseur, ça sera un petit peu plus difficile d'identifier la marque. Versace, il y aura toujours un motif sur un bouton de manchette, sur un bouton, sur une matière aussi, parce qu'ils utilisent énormément le satin, des matières très brillantes, de la couleur, l'héritage, le bleu, finalement, le vert, la mode le à jaune. l'italienne, très marquée, Exactement. un peu plus criard que la mode française. Voilà, et du coup, c'est vrai que là, étant donné qu'on est dans une ère de quiet luxury, c'est vrai que Versace, on est sur le côté opulent, on n'est pas du tout dans cette ère. Moi, j'ai vraiment un grand espoir, parce qu'il faut dire une chose très importante, c'est que Dario Vitale, c'est la personne qui a remonté Miu Miu. Miu Miu, c'était devenu une marque has-been. C'est pas qu'elle est devenue has-been, mais c'était une marque plutôt niche. Et maintenant, depuis quelques années, avec l'histoire de la micro-jupe... il y a eu un bon gros coup marketing au niveau des influenceuses. Voilà, surtout. exactement. Mais du coup, la personne qui a été responsable de ce changement, ça a été Dario Vitale. Donc moi, j'ai un grand espoir que chez Versace, cette marque qui actuellement
est devenue un peu has-been, clairement, il faut qu'on se le dise. Elle est destinée en fait, le à truc, une c'est qu'elle a sa clientèle. Voilà, et puis, elle a sa restée dans clientèle, comme du Philippe Plein, voilà. Exactement. Mais du coup, j'ai grand espoir qu'avec Que la ça donne un venue coup de Dario, on veuille tous porter du Versace, que toutes les modeuses veuillent porter du Versace dans ces prochaines années. Mais là, Dario Vitale, c'est juste, je dis juste, pas que je dise de bêtises, parce que je me suis rendu compte que je disais italien, souvent des bêtises. Donc moi, j'ai vu Dario Vitale, le nom est juste. Il est encore chez Miu Miu, là, c'est lui qui a fait la dernière collection de Miu Miu, tu sais, toi, ou pas? Non, alors ça, par contre, j'ai pas la connaissance de ça. Parce que la dernière collection Miu Miu, ça me fait juste un petit aparté de 2 secondes. J'étais pas ultra fan de cette collection, justement de la Paris Fashion Week. Avec, on a vu typiquement un look de Lena Situation où elle a cette espèce de, on dirait un body sportive mix maillot de bain. Et puis il y avait des coupes et des couleurs qui étaient pas. J'avais l'impression que l'essence Miu Miu un petit peu années 2000 partait et elle m'a pas plu de ouf. Voilà, petit aparté. J'ai eu cette même sensation. C'est vrai que là, on a un côté très sportif. Comme tu dis, moi, j'ai vu un look de Clara Gignola. Oui, bah pareil. Ouais, voilà, et c'est vrai que moi, j'ai pas tellement adhéré le haut ça. de Lena Situation, c'est la même collection. C'est pas le même, mais c'est la même collection avec ses découpes dedans et ces choses un petit peu moins... C'est vrai qu'il y a le côté rétro que j'aime, mais d'un autre côté, il y a quand même cette essence un peu plus sportive, et ce que je trouve dommage, parce que du coup, on en sort. On en sort de ce côté un peu sport. Mais le côté tennis revient beaucoup. Ouais, voilà. Donc du coup, mais c'était juste un petit aparté qui me permettait de parler des défilés et de parler aussi d'un autre défilé qui a marqué cette Paris Fashion Week, donc qui sera notre point 2, Coperni, le défilé Coperni. Donc, pour que tu comprennes ma petite transition, pareil, le défilé Coperni, en termes de vêtements, je n'ai pas été un grand fan. Il y a eu beaucoup, tu sais, de collants avec des empiècements très sportifs et tout ça. J'étais pas très fan, puis je me suis un petit peu renseigné parce que je voulais en fait savoir si le lieu avait une histoire avec les looks. Parce que si vous n'avez pas suivi la Paris Fashion Week, Coperni, quand même, il faut dire ce qu'il est. Ils aiment beaucoup la technologie. Donc, on a vu, ils ont fait cette robe sur Bella Hadid en spray. Ils ont leur fameux sac Coperni qu'ils ont fait en silicone transparent, qu'ils ont fait en verre et qu'ils ont fait en pierre de lune ou pierre de météorite, je ne sais plus quoi, une pierre comme ça. Donc, ils sont très sur ces technologies et tout, ce qui fait que les 2 derniers défilés, ils ont aussi opté pour des lieux un peu emblématiques ou des lieux qui marquent. La dernière saison, donc ils ont fini c'était aussi la Paris Fashion Week à Disneyland Paris avec Kylie Jenner. Juste comme ça, on a au moins mentionné une fois les Kardashians dans un podcast. Inévitable. Mais non, mais le lieu était dingue parce qu'en fait, c'est un lieu qui n'est pas propice à un défilé et ils ont réussi à le rendre très mode et ça donnait très très bien. Et là, cette année, leur lieu, c'était en fait ils ont recréé une compétition de jeux vidéo avec que des gamers au milieu. Et je trouvais ça très drôle parce que nous, on est un petit peu dans notre ère gamer en ce moment, hein, parce que toi, Cozy Game, faut dire ce qu'il est avec Animal Crossing. Moi, j'y joue aussi, mais j'ai surtout un mari et toi, tu as un copain qui est aussi très jeu vidéo. Oui. Et je trouve que j'ai pu en parler avec Thierry, moi, à la maison, parce qu'en fait, il avait les références des gens qui étaient invités pour streamer, pour gamer pendant le défilé. Et ce que j'ai trouvé du génie pour moi, c'est que, en fait, c'est un coup de marketing de dingue, parce que tous les gamers qui étaient dans le défilé, eux, c'est dans leur intérêt. Ils ont fait quoi? Ils ont twitché. C'était, je pense, quelque chose qui a été demandé par la marque, certainement. Peut-être. Ouais. Mais même si c'est pas demandé par la marque... Non, ça c'est clair. Mais c'est vrai que d'un point de vue marketing, pour moi, c'est un coup de génie. L'avantage qu'ils ont, c'est que c'est une jeune marque qui est en construction. Donc, ils peuvent se permettre d'explorer tellement de choses, contrairement à une marque ancrée avec énormément de codes qui forcément ont moins de champs. Et c'est vrai que là, c'est vrai que Coperni, c'est quand même une marque qui est très futuristique, qui est très avant-gardiste, qui regarde aussi énormément toutes les nouvelles technologies au niveau des textiles, au niveau des matières à utiliser. Donc c'est vrai que pour moi, ça va complètement avec leur DA. Et c'est un coup de génie aussi promotionnel, sur la communication. Puis ils sont allés à fond.
Ils sont allés à fond dans le délire, exactement. Voilà, parce que les 43 looks qui ont été faits du défilé, c'était des références à des looks. Typiquement, ces empiècements, ces poches, c'est du grand Lara Croft. Voilà, et tout ça. j'allais dire, on a vu un look de Lara Croft qui était hyper canon, qui a été porté, je crois, par la fille de Kate Moss, si je me trompe pas. Peut-être, j'ai pas la référence, mais sûrement, c'est fort possible. Mais c'est ça qui est cool, c'est qu'il y a, même si j'aimais pas le défilé en soi, les looks du défilé en soi, j'ai trop aimé l'histoire qui se mettait. Puis c'est pas les premiers à faire ça, parce que on peut se dire ouais, c'est très avant-gardiste, mélanger geekerie et mode, mais en fait, c'est pas la première fois que ça arrive. Mais c'est là où le luxe prend tout son sens. C'est là où en fait le luxe, il apporte un vrai plus, un savoir-faire, mais aussi une histoire. Ouais. Et quelque chose qui se retranscrit, quelque chose qui se transmet. C'est pas uniquement juste un vêtement qui s'apparente à un jeu vidéo. On parle vraiment d'une vraie histoire, on parle vraiment d'une vraie technologie, d'un vrai savoir-faire. Et pour moi, c'est là où le luxe prend son sens. Et c'est là où, pour moi, Copernic rentre vraiment dans la case du luxe. Non, mais c'est clair. Malgré le fait qu'ils ont, en termes de pricing, ils sont pas encore positionnés comme une maison, ultra luxe ou comme une maison. On est presque un peu sur du premium. C'est une maison de luxe. Mais pour moi, on est presque plus abordable. Plus abordable, exactement. Non, un peu comme Jacquemus, par exemple. Mais dans les marques de luxe qui ont fait des collaborations geekerie, on avait eu Louis Vuitton qui avait fait une collaboration avec Final Fantasy. Ils avaient utilisé le personnage principal pour en faire une promotion sur leur site. Enfin, c'était vraiment très geek. Mais moi, une des marques qui s'est fait connaître, mais que je trouve qu'on entend beaucoup moins parler en ce moment, c'est Moschino. Avait fait avec les Sims. Et moi qui adore jouer aux Sims, j'avais découvert Moschino par les Sims. Et je trouve que ça, c'est du génie. Ça permet en fait de faire connaître les marques par un autre biais en fait. Oui, et puis aussi de démocratiser, puis de rendre la chose un peu plus légère, de rendre la chose un peu plus accessible aussi, et de montrer que le luxe, c'est pas forcément un seul segment, ça s'ouvre énormément, et ça, je trouve génial. Oui, puis ils suivent la société. Pour moi, ils suivent Twitch. Exactement. C'est vraiment dans l'air du temps. C'est la consommation de contenu que les gens ont envie d'avoir, les jeunes ont envie d'avoir. Ils ne regardent plus la télé, c'est fini. Personne ne regarde Fashion TV maintenant, je pense. Et c'était peut-être un moyen pour eux d'arriver dans ce game-là. Dans un milieu différent, un peu plus jeune. Ouais, complètement. Moi, du coup, j'ai envie de parler d'une tendance. On en avait parlé dans un précédent podcast et du coup, je suis hyper contente parce que c'est vraiment une tendance qui a été confirmée. Donc là, pour rappel, on parle vraiment de la Fashion Week automne-hiver 2025-2026. Oui, alors c'est bien de rappeler ça parce que pas que les gens croient qu'on parle des tendances qui vont arriver ce printemps. Voilà. C'est pas le cas. Ça fait déjà longtemps que la Fashion Week, elle est passée pour ce qui était printemps-été. C'est toujours en décalage, ce qui est un peu ce qui est normal finalement. Mais là, on a une grosse tendance qui a été confirmée. Et c'est le retour de l'Aviator un peu oversize. On en a beaucoup vu chez Saint Laurent. J'ai trouvé ça magnifique avec ses coupes un petit peu en taille triangle inversée, avec des épaulettes très marquées. Et aussi se retomber avec la taille marquée, mais une taille un peu plus basse, comme si on avait pris la veste de son mari, la veste de son copain. Un peu comme tu nous as fait là. Voilà, exactement. Sauf que là, on n'est pas sur de l'Aviator. Mais l'Aviator, on a vraiment ce côté... gros col avec des petits manchons, enfin des gros manchons plutôt, vraiment des coupes un peu plus extrêmes, un peu plus extravagantes. Mais qui restent dans les codes quand même. Pour moi, le côté aviator oversize, tu l'associes quand même beaucoup au brun, au beige et tout ça. Et ce que j'ai vu qui était quand même marqué. Oui, voilà, exactement. Donc on a aussi le côté couleur, donc avec du noir, avec du kaki, avec du brun. On en a vu aussi pas mal chez Hermès. Et malgré le côté couleur, on a aussi le côté cuir, le côté vraiment cuir lisse, très souple. C'est drôle que tu me parles du cuir parce qu'au moment où tu m'as parlé des aviateurs, moi j'avais en tête, dans ma sélection, j'avais un look Schiaparelli qui me faisait penser un peu à un côté aviateur, en full cuir brun avec cette fourrure qui un va peu encore mouton, accentuer plus le côté aviateur. Pardon, je t'ai coupé, reprends. Non, alors du coup, c'est vrai que c'est complètement dans le thème. On a aussi ces vestes aviator avec justement la fourrure un peu à l'intérieur qui va ressortir. Ouais. Mais du coup, je suis ravie parce que c'est vraiment une tendance qui a été confirmée puis qui, pour moi, va s'ancrer encore... Ah mais moi je suis ravi, hein. Je me suis acheté cette petite veste en cuir à aviateur avec le col, je me suis dit elle va tenir une saison, je suis content, la saison prochaine je vais pouvoir la mettre parce que c'est ma veste, petit aparté. Je pourrais mettre une photo de moi
Voilà, je mettrai une photo de moi pour montrer ma veste. C'est la veste la plus confortable de la planète. J'arrivais pas à mettre d'autres vestes après. Parce qu'en fait, tout ce mouton à l'intérieur comme ça... C'est confort. Ouais. Là, on retrouve quand même cet aspect confort, l'aspect aussi pratique, parce que le cuir, c'est quelque chose qui s'abîme pas du tout. Puis qui se lave facilement. Mais, tu vois, c'est drôle, tu parles de confort et de cuir. C'est un grand débat que j'ai à la maison avec mon mari. Moi, j'adore porter le cuir. Mhm. J'adore avoir des pantalons en cuir parce que souvent, ils ont ces doublures, en fait, un petit peu feutrine, velours et tout ça. Et je trouve ça ultra confortable. Et il y a tout le monde qui me fait tout le temps des commentaires quand tu es habillé en cuir. Des fois, je me fais des full look cuir. Ça doit pas être agréable de travailler toute la journée comme ça. Alors, effectivement, ça fait du bruit quand tu travailles. Parce que, soyons francs, moi, c'est plutôt du simili-cuir 90% du temps. Mais en fait, l'intérieur est tellement confortable et ça tient tellement chaud en hiver que c'est ça, c'est que ça tient chaud. On a l'aspect vraiment pratique, confort. Franchement, investir dans une belle pièce en cuir ou même du simili-cuir, du cuir vegan, je pense que ça reste quand même un bon investissement. Ah oui, non mais c'est sûr. Après, on a aussi d'autres tendances qui ont été confirmées, notamment sur les couleurs. Oui. On avait pas mal parlé des couleurs avec le burgundy, le rouge, le jaune aussi. Qu'on a vu qui était quand même très ancré et qui suivait la DA de beaucoup de défilés de cette Paris Fashion Week. Enfin, vraiment, que ça soit chez Céline, que ça soit chez Courrèges, que ça soit chez plein de personnes, il y avait de toute façon des connotations qui étaient ancrées dans le rouge. Mais... moi, ça me fait venir justement un point qui a été dans notre liste et que je trouve qui est à noter, en fait, c'est un final tout en couleur chez Yves Saint Laurent. Tu as parlé de Yves Saint Laurent avec leur coupe aviateur. Mm-hmm. J'avais peur de ce défilé Yves Saint Laurent. J'avais peur, pourquoi ? J'avais peur qu'il me fasse ce que tu es en train de faire là, qui était un défilé magnifique c'était printemps-été. Printemps-été, exactement. Superbe, des bottes en cuir magnifiques pour les garçons, enfin vraiment des coupes qui sont super cool. J'avais peur que justement tout le monde commence à faire ses looks, mais en fait ça va, les gens vont par dose. Puis je me suis dit, j'espère quand même que pour automne-hiver, ils nous sortent quelque chose d'un petit peu plus différent. Et en fait, ils sont vraiment restés sur ces coupes très marquées, ces épaulettes comme tu disais, ces jupes crayons, c'est un côté workwear, mais d'une manière complètement différente chez la femme. Mais c'est surtout ce qui m'a marqué, c'est les coloris. Ils nous ont fait, et c'est les seuls qui ont mis autant de couleurs, un retour un peu aux années 80. Oui. Tu vois, des oranges, des bordeaux, des kakis, des bleus canards. Mm-hmm. Des couleurs que je ne mettrais pas. Mais je trouvais hyper intéressant de noter que, OK, Yves Saint Laurent, il a marqué printemps-été avec ses tailleurs, mais il a marqué l'automne-hiver avec de la couleur. C'est ça qui est étonnant, c'est que Yves Saint Laurent, le défilé printemps-été, il était très monochrome. Il était très justement, je me suis complètement inspirée pour mon look d'aujourd'hui de ce défilé-là. Et ce qui était étonnant, c'est que toutes les invitées, notamment Philippine, magnifique look, Philippine, voilà. Je ne sais plus non plus son nom de famille, mais celle qui joue dans... Les gens qui ne voient pas qui c'est celle qui joue dans Emily in Paris, qui Sylvie Gratton. Voilà. Et c'est vrai qu'elle avait un look absolument magnifique. On a vu aussi Elsa Hosk. Alors là, son look en bordeaux, il était incroyable. On a eu plusieurs mannequins, vraiment. Et ce qui était drôle, c'est que tout le monde était habillé de cette manière-là, avec les lunettes en plus, la cravate. Mais ce qui est drôle, à l'inverse, Virginie Efira, qui avait été au dîner du Louvre, quand on en a parlé dans le podcast du Louvre, elle n'est pas venue comme ça. Elle avait un look un petit peu plus casual, plus robe. Et là, le fait qu'il aille du coup pour cet automne-hiver, pour moi, ils ont repris les codes des défilés de il y a 20 ans en arrière. Venir dans des pièces archives, c'est de l'hommage ou de la copie ? Je vais reprendre avec une tendance qui m'a aussi beaucoup marquée et qui va beaucoup nous marquer également ce printemps, c'est les cols montants. On en a vu chez Courrèges avec des vestes à col montant qui montent assez haut. On a pas mal de trench. C'est beaucoup sur les vestes. C'est vraiment très très intéressant. C'est une forme assez structurée. Je trouve que ça donne tout de suite cet aspect un peu plus mode, un peu plus strict. Et juste avec un col ajouté, on arrive à avoir un résultat qui est un peu plus fashion, j'ai envie de dire. Ce qui est cool parce que ça permet de peut-être un jour où tu veux juste sortir de chez toi,
que t'as pas forcément envie de t'habiller, tu mets ta petite veste fermée, et puis en fait, ce qu'il y a dessous, on le voit pas. Et ça, toi, tu l'as fait. Tu t'es acheté un joli trench dernièrement, col montant. Oui, donc je l'ai vraiment pris par rapport à ce col montant. Ouais. Parce que le trench en lui-même est très beau, il a une matière sympathique, etc. Ouais. Mais c'est vrai que c'était vraiment l'idée du col montant. On en a vu donc chez Courrèges, on en a aussi vu chez Yves Saint Laurent avec des cols montants très très structurés, très très intéressants. Ouais. On en a vu aussi également chez Max Mara. On en a vu Partout, énormément partout, on chez a vu Zero beaucoup aussi. Ouais, les reines du minimaliste. Et c'est Oui. en fait un truc excentrique sur un minimaliste qui fonctionne de ouf. Oui. Et moi, j'ai vu aussi chez Lacoste. Lacoste, Oui. ils en ont fait pas mal. Et ça me permet de donner un petit avis sur la collection Lacoste que j'ai adoré, avec ces beiges un peu jaunis, un peu jaune beurre, qui tirent sur ce jaune beurre qui est ultra intéressant. Et en termes de coupe et de look pour les hommes, mais c'était merveilleux. J'ai pas trop regardé les looks femmes, je dois te dire, chez Lacoste. Je me suis vraiment concentré chez les garçons parce que c'est vrai que pendant ces Fashion Week, des looks hommes, on n'en a pas des masses. On en a, mais il n'y en a pas autant que les nanas. Donc c'est clair que quand une marque comme Lacoste, qui est vraiment une grande marque de prêt-à-porter, fait autant de looks hommes que de looks femmes, bah, c'est clair que moi, en tant que garçon, je suis attiré par ça. Et là, Oui. en plus, c'était très très beau parce qu'il y avait des vestes bicolores qui étaient magnifiques. Et puis, bah, au niveau des femmes, par contre, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de cols montants. Il y avait pas mal de cols montants aussi sur des doudounes. La doudoune avec le col montant, ça aussi, c'est quelque chose de ultra canon. Ça finit vraiment toute la tenue, ça fait toute la différence. Puis merci, j'ai envie de dire, parce que c'est en hiver, moi qui suis ultra frileux, un col montant sur une doudoune, mais je vais revivre l'année prochaine. C'est vachement plus agréable. Bah, c'est clair, c'est clair. Bah, en parlant de confort, ça me fait penser mode fourrure, il y a énormément de fourrure. Ça, on savait chez les filles, mais surtout chez les garçons. Il y a beaucoup de fourrures qui sont arrivées chez les garçons. Et il y a une veste de chez Balmain que j'ai trouvée incroyable, un peu orangée comme ça. Est-ce que tu la considérais comme un col montant, toi? Ouais, ça reste un col montant. Il est peut-être plus bouffant. Ouais. Mais pour moi, ça reste un col montant. Du moment où tu montes, c'est comme un châle ou comme une cape. Pour moi, une cape qu'on va mettre comme ça reste un col montant. Ça reprend un peu cette veste qui avait fait ultra fureur, ultra tendance là, l'hiver passé, je crois. Tu sais, celle qui avait cette espèce d'écharpe intégrée dedans. Ça te dit quelque chose? Oui, exactement. Ouais, c'est un peu... J'ai fait une vidéo avec une veste comme ça. Oui, bah oui, et justement. ça reste un col montant. Ça reste un col montant. Donc, je pense que c'est un peu tout cet engouement qu'il y a eu là-dessus qui fait que ils l'ont développé d'une manière un petit peu plus mode. Oui, exactement. Du coup, je vais passer sur un événement important. L'événement qui est finalement important pour chaque Fashion Week, non? Oui, c'est vrai que à chaque Fashion Week, il y a des événements marquants, il y a des événements importants qui se passent parce que la mode, c'est quelque chose qui est en perpétuel mouvement. Ouais. Là, on part sur un événement important chez Chanel. Alors, important, oui. Je vais vous expliquer pourquoi. Depuis le départ de Virginie Viard en 2024, donc l'année passée, mais elle a présenté sa dernière collection... Début d'année ou fin d'année en 2023. Ah, 2023. Ouais. Mais elle est partie, ouais. Voilà, elle est partie officiellement en 2024. Ça a été les ateliers internes de Chanel qui ont créé cette collection qu'on a vue là. Et donc, du coup, c'est la dernière collection à être présentée avant l'entrée officielle de Mathieu Blasi. Ouais. Donc, on a vraiment hâte de voir ce qu'il va faire, avec la maison Chanel. Pour moi, elle a besoin d'un peu de renouveau, cette maison Chanel. Complètement. C'est complètement mon avis. On a vu, c'était Alors, est-ce que c'était peut-être volontaire pour son dernier... Enfin, ce défilé avant cette transition? Mais c'était quand même... je dis pas de bêtises, hein? Je suis en train de dire une bêtise ou quoi? Non. Ah, parce que je te voyais froncer les sourcils. Non, pas du tout. Parce que je suis le roi des bourdes? Non, je suis pas en train de dire de bêtises. Alors. Non. Non, mais enfin voilà, on a eu beaucoup ce tweed, on a eu beaucoup les perles. Moi, je suis un grand... c'est un bon exemple aujourd'hui. Je suis un grand amoureux des perles. Et ils ont fait un sac un peu ludique. Ce que j'étais très étonné de la part de Chanel, tu vois, parce que pour moi, c'est quand même très... comment on appelle ça? Fantasy. Tu sais, on a les bijoux fantasy. Oui. Bah, Chanel, en fait, finalement, sont très fantasy, tu vois, avec leurs gros sautoirs à perles. Et là, ils les ont ressortis à outrance. Oui, et je sais pas si tu as déjà vu... En fait, Chanel sont très fantasy, mais c'est quand même une maison qui a ce côté un peu exclusivité. Ouais. Un peu exclusif. Donc, il y a des sacs qui sont... par exemple, ils ont un sac en forme de raquette de tennis.
c'est un sac à main. Oui, c'est vrai. Ils ont fait énormément de... Ils ont aussi un sac en forme de... Comme les bidons d'huile à essence. Ouais. Transparent. Oui. Donc, ils font beaucoup de fantaisie, mais c'est des pièces qui sont très niches, qui sont faites à très peu d'exemplaires. Donc, on va pas forcément voir. Donc, on se doute pas vraiment, si on va pas un peu chercher, que la maison Chanel fait ce genre de choses. Ah, peut-être. Mais ça reste très intéressant. Et c'est vrai que du coup, tu vas le voir dans les défilés. Quand tu regardes les défilés, forcément, tu t'aperçois de ce genre de pièces. Et du coup, pour revenir à la perle, là, on a vraiment eu... Je pense que comme c'est des collections, ces 2 dernières qui ont été faites par les ateliers internes de chez Chanel, Ils ont repris les codes. Il n'y avait pas de directeur artistique, c'est ça? Non, en fait, si tu veux, c'est vraiment les ateliers Chanel, je sais pas comment ça se passe réellement, mais qui se mettent en gros d'accord et puis qui créent ensemble. Donc, il y a plein de sketchs qui évite peut-être d'avoir une âme un petit peu plus marquée que quand tu as un directeur artistique. Donc, ils reviennent un peu plus sur les sources. Quand même. Et là, notamment, au défilé, on a vu ce gros ruban noir. Ça aussi, c'est une grosse référence. Enfin, c'est une référence très marquante de chez Chanel. Ah oui, dans le décor, tu dis. Dans le décor, oui, exactement. Ouais, tout à fait. Et on a pu voir justement toutes les petites vestes en tweed, en noir et blanc. Au niveau des couleurs, on en a pas vu tant que ça. T'as un peu de rose parce que ça reste aussi une couleur un peu définie de chez Chanel. Ça. Et tous les codes, notamment du coup les perles, je reviens là-dessus. Oui. Et du coup... Je sais que tu as une petite histoire sur les perles parce qu'on en parlait avant le podcast et puis tu m'as dit « Ah, mais tu sais pourquoi Chanel utilise les perles ?» Et j'ai dit « Non, je sais pas, mais tu m'en parleras sur le podcast. » Alors, parle-en de nous sur le podcast. Alors, les perles, Chanel était obsédée par la lumière. Ouais. La lumière enlève les traits de vieillesse, les traits de fatigue. Donc, du coup, l'idée du sautoir de perles, c'est vraiment de refléter la lumière. Ah, donc c'est une obsession de lumière. C'est une obsession de lumière. Ce que je comprends tout à fait. Je me permets de faire un petit intermède de perso, promotion perso entre guillemets, mais avec mon mari, du coup, on fait des colliers de perles. Et puis on est parti. La Chanel, eux, je pense qu'ils sont sur des perles d'huître, vraiment les rondes de ce que j'ai vu. Nous, on avait envie de partir sur des perles d'eau douce, qui sont irrégulières. Et justement, c'est pour ça qu'on trouvait intéressant, c'est la lumière, à quel point elle se reflète de manière différente. Puis en fonction des lumières ambiantes, la couleur de la perle n'est pas pareille. Et Chanel, qui adore ce rose, c'est vrai que les perles, elles ont tendance à souvent choper un petit peu ces tons un peu rosacées, qui ressortent encore plus à la lumière du soleil. Oui, donc c'est vrai que ça donne tout de suite ce côté éclat, ce côté beaucoup plus vif. Ouais, ce qui apporte une dimension un petit peu intéressante. Ouais. Et j'ai vu, ils ont fait le petit twist, ils ont apporté une légère transparence avec quelques tulles chez Chanel, mais que je vais vous reparler tout à la fin avec ma dernière tendance. Là, j'ai envie de vous parler d'une tendance qui, je l'ai un peu mentionnée avant, mais c'est, en gros, la fourrure. La fourrure qui est très, très présente chez les nanas depuis... Chez les nanas, ça va de dire ça comme ça, chez la femme. Très présente chez la femme depuis, je dirais même 2 saisons, 2 voire 3 saisons. C'est très prêt à porter, vous avez toutes eu vos fourrures et moi j'avoue, dans mon fort intérieur, ça fait un moment que j'ai envie d'avoir une fourrure en tant que garçon et que je cherche une fourrure mais que j'ai de la peine à trouver, à part en mettant le prix et en partant sur des marques un peu luxe. C'était un peu compliqué et j'avais pas envie de partir justement dans des fournisseurs sans citer de nom, vraiment de fast fashion, ultra fast fashion. J'avais pas envie de partir là-dedans non plus. Et là, en fait, on en a vu beaucoup. Vraiment, si je reprends un petit peu mes références que j'avais pour vraiment citer les choses comme il faut, on avait énormément de fourrures au niveau des hommes. On l'a vu chez Balmain avec des capuches en fourrure. On l'a vu avec le manteau que je te parlais pour la femme chez Balmain avec ce côté un petit peu orangé. On a beaucoup vu chez Alexander McQueen, mais c'était vraiment plus quelque chose de limite un peu haute couture, vraiment avec un col ultra montant. Mais moi, ça me fait penser à un manteau qu'on avait vu quand on a fait le Fashion Review du Louvre, mais que du coup, il a été là cette fois porté chez un garçon, donc un long manteau blanc, un peu dalmatien. Merveilleux, mais alors ça, moi j'ai hâte, parce que je vais clairement pas mettre le prix pour un Alexander McQueen pour m'acheter un manteau en fourrure, mais j'ai vraiment hâte que, en termes de mode un peu plus abordable, ils nous en sortent. Vraiment. Il y en aura certainement parce qu'on l'a beaucoup vu ces derniers temps justement, ce manteau, ça, ouais. cet imprimé un peu noir et blanc, presque un peu, justement ça me fait trop penser à Cruella, exactement. Non, mais de ouf. Mais il est trop canon, ça a de nouveau cet aspect un peu 90s, pardon, très sympathique. Et moi je pense que le retour de la fourrure
a une grosse connotation politique. Parce que, pour revenir un petit peu en arrière, il y a eu énormément de marques qui ont été montrées du doigt par rapport au fait qu'ils utilisaient de la fourrure animale. Ouais. Il y a eu beaucoup de polémiques là-dessus. Il y a eu énormément de contrôles. Il y a eu beaucoup de marques qui ont dû arrêter la vraie fourrure. Et donc, du coup, c'est devenu un peu cette tendance de j'arrête la vraie fourrure, je me lance dans la fourrure artificielle. Mais puisqu'on voit, parce qu'il y a des fourrures qui font un peu effet plume aussi, qui étaient très marquées. Même, non, c'était pas courage. C'était, attends, je vais vite chercher parce que je veux vraiment avoir cette référence qui est vraiment chouette. Mais c'est vrai que pour dire, il y a vraiment des marques qui sont, qui sont vraiment... L'ADN de la marque passe aussi par la fourrure, comme une maison comme Fendi. Ils sont vraiment spécialisés dans la fourrure. Ok, je savais pas que Fendi était spécialisé dans la fourrure. Okay. Et du coup, j'ai eu la chance de voir les ateliers de fourrure à Rome. Oh, intéressant. Magnifique. Donc, c'est vrai qu'une marque comme ça, la fourrure, ça fait partie de l'essence de la marque. Je pense pas qu'ils vont arrêter de sitôt. Mais pour citer une marque qui a fait cette transition, c'est Moncler. Moncler a totalement arrêté la vraie fourrure, ou du moins, ils sont en train de faire la transition pour passer uniquement à de la fourrure synthétique. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette nouvelle ère qui fait qu'il y a de nouveau un aspect marketing, il y a de nouveau un aspect politique. Donc, tout est revenu en avant. Parce que la fourrure, depuis 2 ans, comme tu dis, on voit que ça. Oui, mais il y a la technique qui permet de faire des fausses fourrures maintenant qui sont ultra réalistes qui sont dinguissimes. Enfin... Parce qu'il y a le toucher, il y a le côté visuel, faut pas que ça soit trop brillant. Souvent, c'était trop brillant à l'époque. Oui. Les fausses fourrures étaient trop brillantes. Mais c'est vrai que ça a cet apport. Et puis, sur des looks hommes, j'ai trouvé ça incroyable. Valentino l'a aussi fait avec un look que j'aime beaucoup, qui était vraiment un look workwear avec une chemise bleue, un peu comme tu as là, le même bleu que tu as là, une cravate bordeaux pour reprendre les coloris, et ce manteau brun porté de manière très loose. Et en fait, si tu veux, c'est cette fourrure qui est arrivée avec la mode mob wife. Oui. Ça a remis en avant le côté femme d'âge mûr, femme de pouvoir, et ça me fait nouveau point avec un fait qui a été une chose qui a été marquante à la Paris Fashion Week, c'est Sarah Paulson qui a défilé pour Miu Miu, qui pour moi est une icône très, très spéciale, très marquée, très excentrique. Et qui en fait l'ont fait défiler chez Miu Miu, et je trouve que c'est marquant, et de mettre des personnalités aussi fortes que ça marque, ça ancre la mode, et ils l'ont fait, Vêtements l'a fait l'année passée avec Brie Van de Kamp, qui est donc Maria Cross, qui a défilé. Alors on aime ou on n'aime pas, j'aime pas aimer du tout comme elle a défilé. Pour moi on voyait clairement que c'est pas une mannequin, mais la réinsertion de la femme d'âge mûr dans la mode, je ne sais pas si toi, tu es du même avec moi, mais moi, je le suis très marqué là-dessus. Il revient en force. On a vu Pamela Anderson, qui est revenue avec son no make-up. En plus, elle a fait un rebranding qui est hyper intéressant. Et voilà, je voulais faire juste un aparté, un point supplémentaire sur Sarah Paulson qui défile pour Miu Miu. Était pour moi une chose à ne pas louper. Oui, et ça reste quelque chose d'important parce qu'on voit quand même justement que les choses évoluent. On a aussi de plus en plus de mannequins grande taille. On a aussi de plus en plus de femmes. Il y a des femmes trans aussi. Il y a les drags. On a des drag queens qui viennent de défiler. Pour citer un... Tu auras certainement une référence. J'ai une référence, toujours. Ça, un jour, je vais l'embarquer dans un podcast drag queen, Anaëlle, mais je pense qu'elle n'est pas prête. Non, mais là, alors ça n'a rien à voir avec la Paris Fashion Week, parce que je ne sais pas s'il a défilé à la Paris Fashion Week, je n'ai pas la référence, mais il y a Kevin Germanier qui avait fait quelques défilés à l'époque, qui utilise beaucoup la Grande Dame, qui est une drag queen française, qui a fait des franchises aussi à l'international, donc qui est très très connue à l'international. Et pour moi, les drag queens défilent comme des modèles. C'est une dinguerie. Oui, parce qu'ils ont parce que il faut savoir que j'ai jamais fait de défilé catwalk, hein, voilà. Non, mais tu défiles bien, Anna. Il faut dire ce qu'il est. Ton passé de mannequin fait que tu défiles. Pardon. Je me suis éloignée du micro. Non, si. Faut mettre l'église au milieu du village. Oui. T'as quand même fait des défilés où clairement tu sais défiler. Bon. Mais je trouve que pour être un bon mannequin catwalk, quand tu regardes les mannequins catwalk, et on a la chance de connaître une mannequin catwalk incroyable. Kelly, la reine des catwalks. Voilà, c'est une connaissance, notre fierté, vraiment. Kelly, c'est notre fierté. Gros big up à Kelly, du coup. Gros big up, vraiment. Et il faut quand même avoir on marche pas comme on marche dans la rue. Il faut avoir ce côté un peu plus abusif sur notre démarche. Et c'est vrai que du coup, les drag queens dans cet élan de
de show Ouais, en fait. ouais, non, non. Bah, du coup, font que c'est des personnes hyper fortes pour ce domaine-là. Et c'est pour ça que les mannequins catwalk, elles ont souvent des personnalités. C'est pas forcément les plus belles du monde, mais elles ont ces personnalités qui sont très marquées. Typiquement, Bella Hadid, c'est une très belle femme, mais pour moi, c'est pas la plus incroyable en termes de beauté. On n'est pas sur du level de Naomi Campbell, par exemple. Mais elle a une. Ah, toi, t'es dans ça. Mais parce qu'on n'a pas le même goût là-dessus. Non, typiquement, on n'a pas la grande mannequin en vogue en ce moment, je suis désolé, j'ai pas le nom, j'espère que tu auras, sinon je me mets dans un mur. La fille de Lisa Rennie. Non, Lisa. Tu sais, elle a Oui. participé en tant que guest à Yves Saint Laurent. Oui. Et elle a fait pas mal de défilés en ce moment. Elle a été élue, je crois, mannequin de l'année passée ou un truc comme ça. Oui. On vous note le nom. Elle est devenue un peu forte. Pas du tout. Non, alors on n'a pas du tout la même référence de personne. Non, ok, pas du tout. Alors, on mettra la personne de qui on parle en photo parce qu'on va faire nos recherches. Je suis désolée, je savais que j'avais trop foi en toi, Anaëlle. Je pensais que tu avais la référence. Ouais, non, alors franchement, et c'est un truc qui va me perturber parce que moi, dès qu'il y a quelque chose que je ne sais pas ou que je reste bloquée là-dessus. Pour éviter la perturbation, parle-nous d'une tendance qui a marqué pour faire le point numéro 9, l'avant-dernier point du podcast. Donc, je vais vous parler de ma dernière tendance qui, pour moi, a vraiment été la plus grosse tendance qu'on a pu voir dans ces défilés parce que j'ai vraiment l'impression que toutes les marques avaient une pièce de cette tendance-là. C'est la tendance du cuir. De ouf. Le cuir revient énormément sous toutes ses formes. En cuir lisse, en cuir grainé, en cuir un peu plus épais, cuir gratté. On a eu aussi beaucoup le daim. Oui. Sur l'année passée. Parce que les gens oublient que le daim est un cuir. Exactement, c'est un cuir gratté, quoi. Donc, du coup, le cuir, ça va vraiment être une grosse tendance. On est vraiment sur un cuir vintage, on n'est pas sur ce cuir très brillant, très latex. Hein. Quand même, hein, tu prends chez Tom Ford, les manteaux en cuir homme longs sont assez brillants. Oui, mais il est très rigide. Oui, alors après, il est structurel. C'est très structurel, exactement. Mais on a eu Hermès qui nous a fait un très très beau défilé cuir. T'as adoré ce défilé Hermès. Moi, c'est pas mon préféré, mais... Mais pourquoi j'ai adoré, c'est que c'est du grand Hermès, tout est dans le moindre détail. C'est vrai que si on regarde les photos comme ça, on voit les bottes cavalières avec les petits shorts, avec la petite veste. Mais si on regarde de très près le short et le travail du cuir, des motifs sur le cuir, des coutures, etc., ça reste un truc de dingue. Et Hermès reste quand même encore une des seules maisons qui travaille encore beaucoup à la main. Ouais. Et moi, c'est ça qui me fait vibrer parce que du coup, c'est là où pour moi, encore une fois, tout prend une dimension différente, tout prend un sens. Et c'est vrai quand on a ce cuir avec une très belle luminosité, mais des couleurs sombres. Avec du relief, qui a du corps. On n'est pas sur ce cuir lisse qui est plat. C'est ça, on le voit notamment chez Chloé. En fait, elle nous a fait aussi un look en cuir justement qui est limite froissé en fait et qui apporte un petit peu une dimension un peu plus intéressante au cuir. Oui. Et ça me permet de parler de Chloé, de nous ancrer dans le dernier point du podcast qui est pour moi une tendance très marquée qu'on en avait déjà parlé, la transparence et le retour de la dentelle. Et vraiment, un des défilés que j'ai trouvé magnifique, c'est Chloé. Chloé, elle nous a fait des robes en dentelle qui sont dingues, avec l'effet un peu basse qui revient un petit peu de retour. On a beaucoup de transparence qui est revenu chez Givenchy. Givenchy qui, sauf erreur, a changé de directeur artistique, mais à vérifier, je trouve qu'ils reviennent un petit peu vers une essence de Givenchy que j'aime beaucoup, que je trouve très sympa et qui changeait un petit peu des différents looks. Toi, je sais que tu es très sur la transparence. La transparence, exactement, que j'aime beaucoup. J'ai été très surprise du défilé Nina Ricci. Wow. Nina Ricci qui a fait un défilé mais dans une éra très 2015, je trouve. En fait, on a ce côté très bohème. Mais alors ça, vraiment aparté, moi j'ai qu'une hâte, c'est que la mode bohème, mais partout, revienne. Moi, j'étais très bobo. Tu te souviens de mes années... Ouais. C'est vrai. J'adore les trucs fluides, j'adore les plumes, j'adore le brun. J'aime ça et j'aimais ça en termes de déco. Alors, pas le bohème qu'on s'entend avec un attrape-rêve, mais j'ai toujours aimé ce côté un petit peu chargé et très bobo. Chose typiquement, une influenceuse qui l'utilise encore beaucoup, c'est ma pote. Non, pas du tout ma pote, mais je la suivais beaucoup, je la suis de moins en moins parce que je trouve qu'elle a de la peine à évoluer en termes de contenu. C'est Noelita.
qui a très ce côté bobo marqué. Ouais, mais parce qu'en fait, elle a le côté Ibiza. bobo grunge un peu. Ouais, tu sais. Bizarre un peu. Oui, alors que là, on est quand même sur du bohème très classe. Ah, littéral? Ah ouais. Très, très classe. Avec justement, tu sais, ces serre-coups, les fils qui tombent, ça, pareil, ça, je renomme Yves Saint Laurent, mais Yves Saint Laurent sont très, mais très ça, forts je me demande si c'est pas dû à ce retour du daim, cette mode du daim, cet engouement que les gens ont eu avec le daim, qui sont repartis un petit peu dans ce côté-là. Parce qu'on a eu la Cowboy Era, qui a pris, mais sans prendre des masses. Puis là, j'ai l'impression qu'ils ont envie de nous faire revenir avec une era 2010-2015, les jeunes aiment beaucoup. Mais c'est plus facile à porter, les jeunes, mais autant les femmes un peu plus mûres. Parce que ça reste quelque chose de très facile. C'est quelque chose de très facile à porter. Donc, et c'est pas une tendance forcément très marquée, comme du cuir. Moi, ma mère, elle va pas porter du cuir, tu vois. Ah, ma mère non plus. Mais par contre, ce côté bohème, où c'est qu'on a tout simplement des matières beaucoup plus légères. Et attention, là, on parle encore une fois de automne-hiver, mais cet été, le bohème, là, on a vu les collections H&M. D'ailleurs, ils ont fait une collection inspirée de White Lotus. C'était super bohème. Hein. Là, super bohème. J'étais pas fan de la collection, mais super bohème. Moi non plus, pas fan, mais on est complètement dans cet état d'esprit. Donc là, pour cet été, on sera vraiment sur du full bohème. Oui, c'est clair que la dentelle dans le style bohème, ça va très bien, mais aussi dans un style classe. Donc c'est ça, la transparence, on peut l'utiliser pour tout le monde. Dans un style bobo, dans un style classe, dans un style un petit peu plus vulgaire, si tu veux être un petit peu plus sexy et tout ça. Et comme mot de la fin, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais je trouve que c'est très bien. Je veux montrer un look en transparence de chez Valentino que franchement, je suis amoureux, c'est mon coup de cœur. Je pense que je l'ai parlé 10 fois à Annelle en disant que j'aimais bien ça. Et je me dis que ça peut être très très bien d'avoir en fait comme conclusion finale pour le point transparence et dentelle et pour le podcast le look de Valentino. C'est vrai qu'on a eu, c'est toujours très très beau. Cette période Fashion Week, c'est une période que j'adore parce qu'on voit tellement de belles choses. Et là, ça a été encore une fois une saison très marquante. Parce qu'elles sont pas toutes forcément très marquantes. Mais là, ça a quand même été très marquant déjà rien qu'avec le départ de Donatella. Oui, c'est ça, il y a eu quand même beaucoup d'événements, on a aussi quand même de plus en plus d'influenceurs qui viennent, des invités, et ça aussi il faut le dire, des invités de plus en plus diversifiés, donc du coup ça fait que mais ça on pourrait faire un podcast ça. différent sur les invités au Fashion Week, et leur look. Mais sauf qu'on n'a pas le time là. Voilà, c'est vrai que ça a été une saison très marquante, donc on se réjouit de voir tous ces looks portés dans la rue, etc. Donc on a eu beaucoup de plaisir à travailler sur cette moi, du coup, j'ai hâte de te voir avec un petit look Saint-Laurent, épaulettes, jupe crayon dans quelques épisodes, un jour peut-être. Un jour peut-être. Mode. Instant mode. Instant mode. Instant mode. Instant mode.